On touche un peu du doigt les limites de l'indicateur P-Olsen et finalement du diagnostic avec les analyses de terre. Alors, on a quand même proposé des seuils voilà, pour l'agriculture biologique, mais sur la base d'un seul site expérimental au final. C'est mieux que ce qu'on avait avant parce qu'on n'avait rien. Mais l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres outils, et notamment l'analyse de végétaux, qui pourraient venir en renfort. Donc du coup, alors ce sera une présentation à deux voix, Alain me rejoindra. On a cherché à adapter des indices de nutrition à l'agriculture biologique. Donc les indices de nutrition, de quoi s'agit-il? Alors c'est des indicateurs de l'état de nutrition des plantes qui reposent sur deux grands principes. Le premier, c'est le phénomène de dilution des éléments minéraux dans les végétaux. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la courbe de dilution de l'azote. Donc en fait, on a défini pour l'azote une courbe critique. Et donc si je prends un point de cette courbe, en fait, pour ce point, on associe une teneur en azote minimale qui permet d'atteindre un niveau de biomasse. Et en fait, c'est comme ça qu'on calcule l'INN. Donc, on compare un INN, une teneur en azote mesurée sur une plante à cette teneur critique, donc pour un niveau de biomasse équivalent. Et le rapport des deux nous permet d'obtenir l'INN, donc l'indice de nutrition azotée. Comment ça s'interprète? Donc, tous les points qui sont sur cette courbe ont un INN de 1. Et puis, plus je m'éloigne de la courbe, plus en montant, en fait, on a des INN qui deviennent positifs et qui correspondent à des consommations de luxe, c'est-à-dire que finalement, plus l'état de nutrition azotée de la plante est élevé, et plus l'azote va s'accumuler dans la biomasse, mais sans pour autant produire de gains de production de. Inversement, en situation déficiente, donc quand l'azote va être limitant, on va avoir un INN inférieur à 1. Et là, on va voir que la production de biomasse est limitée par l'azote. Et donc, on retrouve à la fois des situations avec des teneurs en azote dans les végétaux plus faibles que sur la courbe de dilution, mais aussi des niveaux de biomasse plus faibles. Donc ça, c'est un indicateur qui est pas mal utilisé pour l'azote, mais en fait, qui peut être adapté au phosphore. Un deuxième principe, c'est la stabilité des rapports de concentration entre différents éléments. Et donc, pour l'illustrer, là, on a des travaux qui sont déjà anciens sur Regra, où on voit que finalement, quel que soit le niveau de nutrition azotée donné, on a une relation quasi linéaire entre la teneur en phosphore du végétal et sa teneur en azote. Et donc, on peut déterminer, donc c'est un autre mode de détermination d'une teneur critique. Et donc là, on peut déterminer une teneur critique en phosphore en fonction de la teneur en azote. Et de la même manière, la teneur en azote mesurée sur cette teneur critique nous permet de calculer un indice de nutrition phosphatée, donc INP. Alors ces indices, ils présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d'établir un diagnostic de nutrition. Donc l'INN, il est largement utilisé dans les outils de pilotage de la fertilisation azotée en agriculture conventionnelle. L'INP, et puis en fait on peut décliner en INK, voire INS, c'est des indicateurs qui sont principalement utilisés pour le raisonnement de la fertilisation PK et voire soufrée des prairies permanentes. Mais c'est vrai qu'ils sont moins développés que l'INN. Et finalement, dans Phosphobio, on s'est posé la question de leur intérêt, donc de l'intérêt de l'INP pour le diagnostic en agriculture biologique. On constate, et Alain l'a présenté dans l'exposé précédent, en fait, on a de nombreuses colimitations possibles en agriculture biologique. C'est-à-dire qu'on a rarement un seul facteur limitant, mais plusieurs éléments nutritifs qui peuvent être limitants simultanément, voire des problèmes d'adventice, etc. Et donc, du coup, en cas de faible disponibilité en azote ou un autre élément, finalement,
une faible disponibilité en phosphore ne sera pas forcément préjudiciable pour la culture, parce que de toute façon, le rendement est déjà limité par un autre facteur. C'est le principe du tonneau à latte plus ou moins haute que vous devez avoir déjà vu, où en fait, finalement, même si l'offre du sol en phosphore est faible, elle ne va pas systématiquement limiter les cultures. D'où finalement l'intérêt d'un indicateur plante qui permet de tenir compte à la fois du phosphore, mais aussi pour un niveau de nutrition azotée donné. Et puis cet indicateur plante, il a l'avantage de tenir compte du phosphore phytodisponible. Donc on l'a évoqué ce matin, la quantité présente dans le sol, c'est une chose, mais après, voilà, c'est pas parce que ce phosphore est présent dans le sol qu'il va être forcément disponible pour la culture. Ça peut être des problèmes d'enracinement, climatiques qui font que la culture ne l'absorbe pas. Donc on se dit que potentiellement les indices de nutrition sont complémentaires de l'analyse de terre plus classique qu'on utilise habituellement. Alors en fait, sur les indices de nutrition phosphatée, on a pas mal de données dans la bibliographie. Sur blé, c'est ce que je vous ai présenté dans le tableau, et sur maïs, mais finalement peu valorisé actuellement dans les outils de conseil. Donc là, un premier travail qui a été fait dans le projet, c'était de recenser les données de la bibliographie. Je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs publications qui ont proposé des relations, des courbes de dilution ou des relations, en tout cas, pour calculer la teneur critique en phosphore. Ce qu'il faut retenir, on a deux groupes d'équations. Les deux premières qui correspondent à une courbe de dilution du phosphore comme celle qui existe pour l'azote. Et toutes les autres, c'est des relations entre teneur en azote et teneur en phosphore qui permettent également de déterminer une teneur critique. Donc, voilà, une fois qu'on est arrivé là, on se dit quelle équation on va choisir? Quelle est la plus adaptée pour l'agriculture biologique? Donc, c'était un peu la question à laquelle on a essayé de répondre. Donc voilà, je vous repositionne les valeurs d'INP supérieures ou inférieures à 100 par rapport aux courbes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 9 relations équivalentes aussi qui ont été recensées pour le maïs grain. Là, je vais me concentrer sur le blé. Deuxième étape, ce qu'on a voulu faire, c'est finalement positionner des mesures réalisées dans des systèmes bio, dans les essais que Alain vous a présentés, que ce soit les essais annuels ou l'essai de Dunière. Donc, on a positionné des points de situation en bio par rapport à ces courbes de dilution ou ces courbes critiques. Finalement, on n'est pas très bien avancé. Donc là, je vous ai simplement remis le réseau d'essais, de parcelles qui nous a permis de construire ce nuage de points. Donc, on est allé plus loin dans l'interprétation. Donc, on a essayé d'identifier des seuils d'indices de nutrition phosphatée qui limitent le rendement des cultures. Donc, comment on a fait? Finalement, c'est une approche assez similaire des courbes de réponse tout à l'heure au P-Olsen du sol. Vous avez en ordonnée un indice de rendement. Donc, 100%, c'est les situations fertilisées en fait, c'est le rendement maximum de l'essai, donc qui correspond généralement à la dose de phosphore maximale dans l'essai. Et puis, vous voyez que dans certaines situations, si je prends le point ici, on a une perte de rendement de l'ordre de 60% par rapport au rendement de potentiel. Et donc, en abscisse, vous retrouvez donc l'indice de nutrition phosphatée. Alors là, c'est l'indice pour une relation parmi les 10 que je vous ai présenté. En fait, on pourrait faire 10 graphiques différents de ce type-là en faisant varier l'axe des abscisses. Et donc, pour cet indice, qui est la relation de Cadot et Tal, avec la relation biomasse, on a pu définir des seuils. Alors là, je vous montre un exemple avec une autre relation, Fontana et Tal. On voit que globalement, le nuage de points a à peu près la même allure. C'est simplement l'échelle des abscisses qui est décalée. Donc, on a
un peu arbitrairement fixé des seuils qu'on considérait des seuils de réponse. Vous voyez qu'en dessous d'un INP de 75, finalement, les pertes de rendement, alors dans certaines situations, on n'en a pas, on est à 0% de perte de rendement, mais on descend jusqu'à 60%. Et puis, on a positionné un seuil haut, au-dessus desquels, finalement, on ne perd jamais plus que 20% de rendement. Donc, finalement, ça nous permet de définir 3 classes où il y a un risque quand même assez important de perte de rendement, un risque intermédiaire, et puis un risque qu'on va considérer faible. Alors, vous allez me dire, 20%, ça commence déjà à être non négligeable, mais voilà, on est quand même sur des situations où le risque est plus limité. Et puis ensuite, on a essayé d'analyser ça. Dans ce tableau, vous avez en ligne des seuils que j'ai considérés de manière un petit peu arbitraire en disant que finalement le phosphore était peu limitant quand mon indice de rendement était supérieur à 0,8, donc moins de 20% de perte de rendement. Inversement, j'ai considéré que le phosphore était très limitant quand mon indice de rendement était inférieur à 0,6, donc avec 40% de perte de rendement ou plus. Et puis vous voyez qu'en colonne, j'ai remis les classes d'INP qui ont été définies sur le graphique. Et finalement, on a compté les points qui correspondaient, les points du graphique qui correspondent à chacune des cases. Donc on va considérer que l'indicateur, il est pertinent, en tout cas, il permet d'établir un diagnostic correct. Dans la diagonale, vous avez des valeurs en vert. Donc, soit j'ai un indice de nutrition très limitant, et effectivement, mon indice de rendement on perd 40% de rendement ou plus. Dans ce cas-là, dans cette case, vous voyez que j'ai seulement 3 situations sur mon graphique. Et puis, à l'inverse, j'ai 22 situations où mon indicateur plante me dit que le phosphore n'est pas limitant et qu'effectivement, je perds moins de 20% de rendement. Et puis, il y a les cases en rouge où finalement, mon indicateur, il me dit, il part complètement dans le décor, puisqu'en fait, il fait poser un mauvais diagnostic. Et on va considérer ensuite les cases en noir où finalement, le diagnostic n'est pas entièrement satisfaisant, mais il n'est pas non plus totalement faux. Donc voilà, c'est ce que j'ai appelé des bons diagnostics, c'est la somme des points dans la diagonale verte. Donc finalement, j'ai 3 plus 27 plus 22 situations sur l'ensemble des points avec des bons diagnostics. J'ai des mauvais diagnostics, donc les points rouges, dans 16% des situations. Et ce que j'ai appelé diagnostic acceptable, finalement, c'est la somme des points verts et des points noirs. Donc voilà, ce n'est pas un indicateur parfait, mais on voit qu'on fait des grosses erreurs dans 16% des cas avec cet indicateur. J'ai fait exactement la même chose sur le deuxième indicateur. J'obtiens ce tableau-là. Et finalement, vous voyez les résultats de bons diagnostics ou de mauvais diagnostics. Ça permet de dire qu'entre ces deux relations, on va plutôt retenir la première, donc celle de Cadot-Tétal, qui permet de poser le meilleur diagnostic, même si ce n'est pas parfait. Donc ça, je vous ai remis les... En fait, voilà, on a fait la même démarche pour les indicateurs teneur en azote. Là, je vous ai montré les relations teneur critique du phosphore en fonction de la biomasse. Et puis, on a essayé de faire le même travail avec l'analyse de terre. Donc, Alain, dans l'exposé précédent, il vous a présenté donc des seuils donc critiques ou de vigilance pour le phosphore à l'analyse de terre. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans les colonnes de mon tableau. Donc avec les seuils de 15 et 25 ppm. Et en fait, on s'est prêté au même exercice, cette fois-ci, de classer donc les points du graphique précédent, non plus en fonction de l'indice de nutrition phosphaté, mais en fonction de la teneur en P2O5 Olsen de l'analyse de terre. Et vous voyez qu'ici, les bons diagnostics, c'est dans 50% des cas. Les diagnostics qu'on considère acceptables dans 93% des cas, et on a seulement 7% de mauvais diagnostics. Donc là, je vous ai remis donc
le résultat de tout à l'heure avec 30% de bons diagnostics. C'est le résultat donc, de l'INP que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis, on a voulu aller un petit peu plus loin. On s'est dit, pourquoi pas combiner les deux. Donc là, on s'est dit, on va faire une classe en combinant l'analyse de terre et l'INP. Donc, des situations très limitantes où finalement, on aurait une teneur en P-Olsen du sol inférieure à 25 ppm et un indice de nutrition phosphaté inférieur à... alors, des fois, je mets 0,75 ou des fois, je mets 75. Tout dépend si on divise par 100. Mais voilà. Et à l'inverse, j'ai une deuxième classe que je considère limitante quand toujours j'ai une teneur en P-Olsen inférieure à 25 ppm, mais cette fois-ci un INP supérieur à 0,75. Et puis, dernier cas que j'ai considéré systématiquement non limitant, peu importe l'INP, c'est quand le P2O5 Olsen du sol était supérieur à 25 ppm. Donc, j'ai fait la même analyse de compter les points et finalement, j'améliore un tout petit peu le diagnostic de l'analyse de terre puisque je passe de 50 à 54% de bons diagnostics. Par contre, vous voyez que j'augmente un petit peu le nombre de mauvais diagnostics. Bon, voilà. Pour dire qu'il n'y a pas forcément une grosse plus-value à combiner les deux. Globalement, en tout cas sur cette diapo-là, l'analyse de terre, finalement, semble quand même meilleure que l'analyse de végétaux avec des INP. Mais ça reste quand même un outil de diagnostic qu'on peut considérer comme acceptable ou complémentaire. J'ai fait exactement le même travail, donc comme je vous le disais, sur les relations P critique en fonction de la teneur en azote. Donc c'est la deuxième ligne de mon tableau. Et ensuite, exactement la même démarche sur maïs grain. Je vous présente les résultats finaux. Et donc, suivant la culture et la relation de la bibliographie qu'on retient, on peut proposer différents seuils, donc avec des seuils critiques d'INP de 75 à 100, suivant les cultures et les relations, et des seuils qu'on va considérer de vigilance, compris entre 120 et 140. Donc voilà pour la démarche. Globalement, ce qu'on peut regarder aussi, parce qu'on a fait toute l'analyse de bons et mauvais diagnostics pour l'ensemble des situations, on remarque que les équations qui sont basées sur la teneur en azote, elles nous paraissent plus robustes. En fait, on a plus de bons diagnostics que les relations basées sur la mesure de biomasse, donc avec la courbe de dilution du phosphore. Et elles ont l'avantage, en plus, d'être plus faciles à mettre en œuvre sur le terrain, puisqu'en fait, il suffit de faire un prélèvement de végétaux, peu importe la biomasse, on l'envoie au laboratoire et on dose l'azote et le phosphore. Alors, dans le cas de l'analyse reposant sur une équation avec la biomasse, il faut faire une pesée de biomasse, la passer à l'étuve, etc. Donc, c'est plutôt ce qu'on privilégierait, c'est les relations teneur en azote. Je vais laisser la parole à Alain pour la suite de la présentation. Donc moi, ça va être complémentaire. Grégory vous a déjà bien expliqué la démarche. Dans le projet PhosphoBio, on avait aussi les questions quid des légumineuses. Est-ce qu'on peut avoir des références ou pas? Bon, il se trouve qu'on n'a pas pu faire le travail sur un essai en agribio pour le soja. Et pour la luzerne, on a pu avoir accès à des... Donc, pour le soja, on a utilisé l'essai longue durée d'Osville à l'INRA près de Toulouse. Donc, c'est un essai qui a été conduit par les collègues de Toulouse. Donc, on a utilisé cet essai longue durée sur lequel on a un gradient de disponibilité en phosphore qui est assez marqué. Donc, on s'est dit, voilà, là, on va avoir de la réponse et on va essayer de tester, de mettre au point ces indices de nutrition phosphatée sur soja et on va voir ce que ça donne. Et concernant la luzerne, on a utilisé les résultats d'un essai qui a été mis en 2023 par Avalis à La Veuve. Alors, c'est un des essais, moi je ne connais pas très bien, hein, donc, mais c'est quand même un essai qui croise 4 niveaux de P, 2 niveaux d'azote et qui a été conduit sur 2022-2023.
et sur lesquels on a des indications sur les deux dispositifs. On a des analyses de sol. D'une part, c'était pour vérifier qu'on avait bien des gradients de disponibilité en phosphore, et on a des prélèvements en cours de culture à différentes dates où on a des indications à la fois sur la biomasse et la teneur en azote et en phosphore des parties aériennes. Donc, je vais commencer par les résultats soja. Donc, juste pour positionner un petit peu les résultats. Alors, encore une fois, je rappelle, on était plutôt sur du conventionnel, mais là, ce qu'on voulait avoir, c'était un gradient de disponibilité en P du sol. Donc, là, pour le coup, vous voyez qu'on a une réponse assez marquée sur les traitements avec les plus faibles disponibilités en P, avec une réduction du rendement du soja pour des valeurs qui étaient inférieures à 10 ppm. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a eu des mesures qui ont été faites à différentes dates de la biomasse et de la teneur en phosphore. Donc, c'est le gros nuage de points que vous avez sur la gauche, où en fait, c'est le même type de graphique que ce que vous a présenté Grégory juste avant, qui met en relation donc la teneur en phosphore en fonction de la biomasse aérienne. Et à chaque couleur, ça correspond à une date de prélèvement. Et en fait, alors, je tourne la tête parce que je vois l'écran en même temps, mais si je prends cet exemple-là, à une même date donnée, en fait, on a différents niveaux de teneur en P et de biomasse. Donc, par exemple, si on prend autour de 1, là, on peut voir que si on a une augmentation de la biomasse avec l'augmentation de la teneur, et puis, au-delà d'un certain point critique, on n'a plus d'augmentation de la biomasse, mais augmentation de la teneur. Et on est dans des situations d'accumulation en excès de luxe, consommation de luxe. C'est un peu plus visible dans cette zone-là, par exemple, où vous voyez qu'ici, on n'a pas d'augmentation significative de la biomasse, mais on a une augmentation significative de la teneur. Et par contre, on a un point ici qui décroche. Donc, en fait, on construit une courbe, une droite verticale, et puis on relie les points avec ici, on relie les points, et l'intersection de cette droite avec la réponse à la teneur, ça nous permet de déterminer un point critique, et en reliant tous ces points critiques, on peut établir la courbe critique vis-à-vis du phosphore. Donc c'est ici, je vous ai remis que les points critiques qui ont été déterminés par cet exercice fait à chacune des dates, et on a pu régresser ce point-là avec une courbe de dilution classique comme vous les connaissez pour l'azote. Et donc après, on peut appliquer la même démarche, calculer un indice de nutrition en fonction du positionnement des mesures de teneur en P par rapport à cette courbe-là, et on calcule un indice de nutrition phosphataire. Sur ces mêmes points, on avait aussi les teneurs en azote critiques. Donc, on a pu mettre aussi en relation la teneur en azote et la teneur en phosphore, et calculer un indice de nutrition phosphaté à partir de la teneur en azote critique du soja, et utiliser cette relation-là pour calculer nos indices de nutrition à partir des teneurs en azote. Donc là, je vais aller assez vite sur le tableau puisque Grégory vous a bien expliqué la démarche. Sur le premier tableau, vous avez le positionnement vis-à-vis de l'analyse de terre de la réponse en termes de rendement. Et vous voyez que si on fixe un seuil de réponse à 10 ppm, avec l'analyse de terre, on a 91% de bons diagnostics. D'accord. Et seulement 9% de cas où on fait un mauvais diagnostic, c'est-à-dire que avec l'analyse de terre, on va dire qu'on est limitant, et en fait, on n'était pas limitant. Bon, on n'a pas pléthore de points, on a beaucoup moins de points que le jeu de données précédent sur blé, mais dans la démarche, c'était exactement la même chose. Lorsqu'on regarde l'indice de nutrition phosphatée calculé à partir de la biomasse, pareil, sur la même démarche, on tombe sur des situations où on est à 89%, presque 90% de diagnostics acceptables. Alors, les diagnostics acceptables, je vous rappelle que ça inclut les bons diagnostics. C'est la somme des bons diagnostics plus les points noirs. Voilà. C'est pour ça que la somme des trois à droite, là, ça ne fait pas 100, ça dépasse 100. Et 89 plus les 11% de mauvais diagnostics, ça fait bien les 100%.
Et donc là, on a seulement 11% de mauvais diagnostics. Et lorsqu'on regarde un indice de nutrition calculé à partir de la teneur en azote, là, on améliore très significativement puisqu'on tombe sur une situation où on n'a plus que 3% de mauvais diagnostics. Donc là, vous avez la synthèse des résultats avec les deux seuils concernant les indices de nutrition pour le soja, encore une fois, qui ont été déterminés en mode conventionnel. Donc voilà, on prend beaucoup de précautions pour ne pas généraliser. Ça sera attesté aussi en système AB pour conforter les résultats. Voilà. Mais donc les seuils qu'on préconise, que ce soit un indice de nutrition calculé soit à partir de la biomasse, soit de la teneur, on est autour de 0,8 ou de 80. Et puis les seuils au-dessus desquels on a un risque de perte de rendement très très faible, on est sur des indices de nutrition entre 100 et 120. Et puis pour mémoire, voilà le seuil au niveau sol en P2O5 Olsen, on est à 10 ppm pour ce dispositif-là. Donc le diagnostic qui repose sur analyse de terre, dans le cas du soja, pour cette étude, il semble beaucoup plus pertinent que ceux basés sur l'INP. Encore une fois, on a plus de situations avec un très bon diagnostic. Et les équations, encore une fois, basées sur la teneur en azote, c'est la même chose. Elles semblent plus performantes que celles basées sur la biomasse, avec tout l'intérêt qu'a évoqué Grégory précédemment. Concernant les réponses au phosphore de la luzerne, ici, vous avez les courbes de l'évolution de la production de biomasse à différentes dates en fonction des niveaux d'apport de fertilisants phosphatés. Bon, vous voyez que finalement, à part peut-être ici, en début de cycle, là, au moment d'initiation florale, il y a un petit écart sur le P0, mais après, globalement, on a les mêmes niveaux de production, quels que soient les traitements. Donc là, du coup, se poser la question, c'est comment établir une courbe de dilution. Ah, ça apparaît tout seul. Comment établir une courbe de dilution, puisqu'on n'a pas de réponse on n'a pas de rupture de pente lorsqu'on fait la relation teneur en phosphore et biomasse. Donc du coup, on a retenu tous les points sur la modalité avec le zéro apport, le témoin, le zéro apport de phosphore, en se disant, voilà, c'est au moins cette courbe critique, elle est sûrement peut-être un peu surestimée, mais voilà, c'est la plus basse qu'on peut déterminer à partir de ce jeu de données-là. Et pareil, on a repris ces points pour regarder les relations entre la teneur en phosphore et la teneur en azote pour établir cette courbe critique aussi, basée uniquement sur les modalités en zéro apport de P. Donc c'est des situations où on surestime probablement les teneurs critiques, mais on ne pouvait pas faire mieux avec la luzerne. Donc ici, je vous ai remis les équations qui seront à tester et conforter, peut-être à voir dans le futur si les points passent en dessous de ces courbes-là ou pas. Et là, encore une fois, on vous a remis le tableau avec les deux équations et les seuils, à la fois pour l'indice calculé à partir de la biomasse ou de la teneur. Et lorsqu'on regarde sur la question du diagnostic, que ce soit l'indice de nutrition déterminé à partir de la biomasse, on a 92% de diagnostic qui est acceptable. Bon, en fait, on a très peu de situations qui sont limitantes, donc on a peu de chances de se tromper dans ce cas-là. Donc c'est en ça que c'est un petit peu biaisé le résultat. Donc on a seulement 8% de mauvais diagnostics. Et par contre, sur les relations, l'indice de nutrition déterminé sur les teneurs en azote, là, par contre, on voit qu'il c'est un petit peu plus lâche les résultats et on tombe sur plus de 20% de mauvais diagnostics et 80% de diagnostics qui restent acceptables. Voilà, et Grégory va vous présenter la fin. En fait, on a repris ces indices de nutrition P et on les a testés. On les a mis à l'épreuve sur les jeux de données qu'on a obtenus sur l'observatoire, puisqu'on avait toutes les analyses des parties aériennes. Donc ouais, comme dit Alain, alors c'est pas sur l'ensemble des parcelles, mais on a
on a pu mesurer des biomasses, des teneurs en azote et en phosphore sur un certain nombre de cultures et un certain nombre de parcelles de l'observatoire. Donc là, vous avez le détail par année et par espèce. Bon, vous voyez qu'on est qu'à seulement 40 parcelles de blé sur les 200 et on descend à 9 pour la luzerne. Donc c'est plus indicatif que... mais bon, ça a permis de mettre tous ces indices à l'épreuve sur des situations bio. Donc la démarche, on a fait, comme je l'indiquais, des mesures de biomasse, d'analyse de végétaux. Analyse foliaire, ça j'en parlerai pas, c'est un autre indicateur, mais on a testé sur blé. On a calculé les indices de nutrition sur les parcelles de l'observatoire et j'ai essayé de classer les diagnostics. Donc ici, vous avez les 40 parcelles de blé, les parcelles de soja, les 9 parcelles de luzerne et les 20 parcelles de prairie sur lesquelles on a pu tester la méthode. Et donc du vert au orange, vous avez des situations de nutrition phosphatée qui sont satisfaisantes, intermédiaires ou qu'on a qualifiées d'insuffisantes sur la base de nos indices de nutrition phosphatée. Donc bon, là, voilà, c'est juste un constat. On ne sait pas si c'est c'est difficile d'évaluer la réponse parce qu'en fait, on ne pouvait pas mesurer un indice de rendement sur ces parcelles. On n'avait pas une situation bien fertilisée en P et une situation mal fertilisée. C'était juste des parcelles d'agriculteurs. Par contre, ce que j'ai fait ici, c'est d'essayer de croiser l'indicateur INP, donc sur l'axe des ordonnées. Donc vous voyez de 0 à par exemple 180 sur blé tendre, avec la teneur en P Olsen du sol. Et en fait, les plages de couleurs, ou les lignes verticales et horizontales, ça correspond à nos fameux seuils de diagnostic. Donc 15-25 ppm, par exemple, sur blé pour le phosphore du sol, et puis un INP de 75 ou de 120, toujours pour le blé. Donc c'est les lignes en pointillés verticales et horizontales. Et donc ça définit finalement dans ce graphique des plages. La plage en vert, finalement, elle nous dit quoi? Elle nous dit que l'analyse de terre et l'analyse d'indices de nutrition nous amènent au même diagnostic. Inversement, les plages de couleur rouge, on a des diagnostics discordants entre analyse de terre et indice de nutrition. Donc ça, on a pu le faire pour le blé tendre, pour le soja et la luzerne. Et vous voyez en dessous que finalement, sur 40 parcelles de blé, on a 22 diagnostics concordants entre analyse de terre et indice de nutrition. 17, on va qualifier de plutôt cohérent, donc c'est les plages jaunes du graphique, et puis 1 sur 40 où le diagnostic est complètement discordant. Donc c'est relativement satisfaisant pour le blé tendre. Ça l'est un peu moins pour le soja. Pour la luzerne, on peut pas, enfin, ça n'allait même pas spécialement pour le soja. Et pour la luzerne, on peut pas vraiment conclure vu le peu de points qu'on a. Donc voilà, c'est, on va dire, très modestement, un petit peu l'évaluation de la méthode qu'on a pu proposer sur les parcelles de l'observatoire. Et pour conclure, on pourrait dire que les indices de nutrition phosphatée semblent quand même être une alternative intéressante à l'analyse de terre. Globalement, on a quand même plus confiance en l'analyse de terre, mais ça peut être un indicateur complémentaire, et notamment dans des situations d'azote limitant. Donc, ce que je disais, l'analyse de terre semble quand même toutefois plus précise, notamment sur blé, maïs et soja. Peut-être que le diagnostic sur l'analyse avec des indices de nutrition pourrait permettre de confirmer dans certaines situations si on a un doute avec la seule analyse de terre. Pour les trois cultures, donc blé, maïs, soja, finalement, parmi les deux formes d'équation, donc relation biomasse ou relation teneur en azote qu'on a testées, on accorde plus de confiance, en tout cas on a des résultats plus satisfaisants sur ce qu'on a testé avec la relation teneur en azote. À l'inverse, pour la luzerne, c'est plutôt la relation avec la mesure de biomasse qui nous semble la plus adaptée. Avec toutes les précautions qu'on doit prendre, comme le disait Alain, on est quand même sur un essai qui a très faiblement répondu, en tout cas pas de manière significative, au phosphore. Donc voilà, ça mériterait quand même d'être retravaillé ou confirmé pour la luzerne.
Et donc un peu en guise de conclusion, les seuils d'interprétation aussi, ils nécessiteraient maintenant d'être testés dans un plus grand nombre de situations pour être définitivement validés, en particulier pour le soja et la luzerne, avec aussi quelques précautions à prendre sur leur mise en œuvre, de ces indicateurs. On l'a pas précisé, avant, mais il y a des stades maximales, à ne pas dépasser pour réaliser les mesures, en général, notamment floraison. Et puis aussi, il faut être vigilant sur les conditions de prélèvement, donc éviter toute situation de stress hydrique ou d'excès d'eau, où finalement, l'absorption, le prélèvement de phosphore et d'autres éléments par la culture, va être perturbé par ces stress. Donc ça va interférer avec, une nutrition et on pourra pas savoir si, j'ai un mauvais indice de nutrition phosphatée en raison de conditions, climatiques, défavorables ou en raison, on va dire d'une disponibilité, déficitaire en phosphore. Et voilà, on en a terminé.